Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, comment ça va? J'imagine que vous n'êtes pas ennuyé trop, non? On s'est parlé lundi, puis vendredi déjà un autre épisode. Bienvenue à cet épisode extra, je vais vous parler du TP2. C'est important que vous connaissiez au moins mes instructions. Je les ai dites sommairement en classe, je les ai répétées, je vous les ai dit aussi parfois là, dans certains commentaires après votre TP1. Je les redis ici. Pour vous, ce sera plus clair. Vous pourrez les retrouver à un seul endroit. Ce sera dans cet épisode. Vous le savez, le TP2, ça s'en vient pour vous. C'est dans quelques semaines à peine. Il vous reste quelques week-ends à peine pour faire ça. Dans votre cas, c'est 4 week-ends, donc 4 samedis, 4 dimanches pour vous. Si vous travaillez juste le samedi, c'est 4 samedis. C'est ce qui vous reste à faire. Disons que vous travaillez juste pendant 3 heures le samedi. Il vous reste 4 fois 3 heures. Ça commence à faire une somme de travail qui est correcte. Mais si vous attendez, vous pouvez vite manquer de temps. Je vous suggère rapidement là, donc, de planifier 3-4 rencontres, une par week-end, là, pour produire le TP2, parce que vous allez voir, ça va très vite. Évidemment, il y en a d'autres, il y en a certains qui ont déjà commencé, mais pour les autres, l'urgence, là, c'est le moment de commencer à la sentir. OK, on y va. Donc, votre TP2, écoutez, votre TP2, il y a deux choses que vous devez faire. L'analyse avec la grille de Lego et le rapport décisionnel. Donc, commençons peut-être par la grille d'analyse. La grille d'analyse, je vous l'ai donnée, vous allez en trouver une copie. Je vous dirais déjà d'abord, là, c'est pas important qu'elle soit parfaitement complétée. Pour vous, là, c'est un soutien pour votre analyse en équipe. À quoi je dois penser pour analyser? Bien, je dois suivre la grille. Puis, vous allez voir, vous répondez aux questions, vous essayez du mieux possible de remplir cette grille, puis ça vous permettra de passer au TP2. Le TP2, c'est votre décision. Donc, le TP1, c'était votre problème. Le TP2, vous avez pensé à votre problème, vous l'avez analysé à l'aide de la grille, et le TP2, c'est votre décision que vous allez rendre sous la forme de rapport décisionnel. Puis, la forme que je souhaite donner à ce rapport décisionnel, c'est la forme que je vais que je vais ici même vous décrire. D'abord, première page, je vous suggère de me faire un résumé de votre problème. Ça peut être un copier-coller là, de ce qui a été fait, ou ça peut être une reformulation là, en vous assurant que les principaux faits là, sont bien expliqués, que le problème 1, mettez-vous à la place du lecteur. Là. Je ne me rappelle pas de vos TP1. Là. Quand j'ouvre votre rapport, il faut me remettre en tête là, à quoi ressemblait votre TP1. Toujours sur la première page, donc un résumé d'abord, et aussi la décision, là, elle doit être énoncée très tôt dans votre rapport. Voici mon problème, voici en résumé ma décision. Donc on la dit tôt pour que le lecteur là, se dise, bon, c'était ça le problème, c'est ça leur décision. Eh bien, ce qui reste à faire, c'est me démontrer après que votre décision, elle est bonne. Donc voilà, la première page, c'est important. Résumez votre problème. Dites-moi c'est quoi votre décision. Dites-le très sommairement, mais que ça soit clair. Puis après ça, on passe où? On passe à l'argumentaire. Donc l'argumentaire pour vous, c'est essayer de me démontrer que votre décision, c'est la meilleure au monde, ou presque. Puis pour me démontrer que votre décision elle est bonne, ben, ça vous prend des arguments. Puis là, c'est là qu'on replonge dans le module 2, là, où je vous disais les différentes formes d'arguments, les différents courants en philosophie morale. C'est là où vous allez puiser dans le conséquentialisme, dans le déontologisme, puis dans l'éthique de la vertu, parce que c'est là que vous allez me construire des arguments. Puis, vous pourriez dire, par exemple, ma décision, elle est bonne parce que les conséquences engendrées par ma décision sont bonnes, puis il y a plein de conséquences positives, puis les voici, puis là, votre travail dans la grille, c'est à ça que ça aura servi. Puis ma décision, elle est bonne, deuxième argument, parce qu'elle respecte certaines normes, certaines lois, puis certaines règles, puis elles sont importantes, puis voici les règles. Ma décision, elle est bonne parce que ça me permet, entre autres, d'éviter les sanctions qui sont associées à ces lois, ces règles, ces normes.
Voici les sanctions qui sont liées à telle norme, à telle règle. Puis un argument qui est de l'ordre de l'éthique de la vertu, ça pourrait ressembler à ben, la décision, elle est bonne parce qu'elle est cohérente avec, notamment avec les valeurs de mon employeur. Hein, vous savez que les valeurs, là, vos employeurs, ils mettent ça là, dans leur énoncé de valeurs, puis vous allez voir sur leur site Internet, là, ben, ma décision, elle est bonne parce elle est cohérente avec vos valeurs. C'est pour ça que je vous dis que ma décision est bonne, cher employeur et cher patron, parce qu'elle est cohérente avec vos propres valeurs. Donc ça peut être un bel argument de type éthique de la vertu, mais à chaque fois, quand vous allez construire votre argumentaire, l'important, c'est de garder toujours la même question en tête. Vous pouvez même l'écrire là, sur un post-it, là, vous l'affichez sur votre écran. Là. Pourquoi votre décision est-elle bonne? C'est ça, le défi du TP2, c'est me convaincre ou convaincre le lecteur ou le correcteur que votre décision est bonne. Puis voici des arguments. Puis dans votre texte, vous allez tenter de nous convaincre que votre décision, elle est bonne. Pas que vous avez complété la grille. Je sais, il y en a qui vont être tentés de dire, ben voici, notre décision, elle est bonne parce qu'on a respecté la grille, puis là, on a telle étape, puis telle étape, puis telle... Non, c'est pas comme ça. Là. La grille, ça sert à l'analyse. Le TP2, c'est une toute autre chose. C'est un rapport décisionnel. Votre grille, vous l'avez faite, bravo. Contentez-vous de la mettre en annexe. C'est votre travail là, d'analyse qui est là en annexe, mais c'est pas votre rapport décisionnel. Votre rapport décisionnel, c'est votre problème, votre décision, votre argumentaire qui soutient cette décision. Puis dans votre TP2, c'est ce que vous allez, dans votre rapport décisionnel, c'est ça que vous devez faire. Hein, me convaincre ou de convaincre encore une fois le lecteur, le correcteur, que votre décision, elle est bonne. Puis qu'elle s'appuie sur des arguments forts, hein, bien documentés, rigoureux, cohérents. Puis j'ajouterais peut-être que pour rendre vos arguments rigoureux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez déjà vous appuyer sur des études scientifiques. Hein. Si vous dites qu'il y a un risque, ben, vous êtes capable de démontrer ce risque-là. Si vous dites que votre décision elle est bonne parce qu'elle respecte la loi, ben OK, c'est quoi les lois, les normes? Soyez prudents, soyez précis surtout. Vous dites que votre décision elle est bonne parce qu'elle respecte la loi, ben, vous pouvez aussi citer des jurisprudences. Allez voir, c'est quoi le juge? C'est quoi qu'un juge dit devant une cour de justice lorsqu'un problème qui ressemble au vôtre se présente? Hein? Ça peut être convaincant. Là. Vous dites à votre patron, ben, notre décision est bonne parce qu'un cas comme ça, il y en a déjà eu devant un juge, puis le juge les a condamnés pendant 10 ans, puis a donné une sanction d'1 million. OK, ça commence à être convaincant. N'oubliez pas à faire quand je dis rigoureux aussi, c'est pour ça que je vous demandais d'avoir une vraie compagnie. Là. Si vous êtes capable de documenter des normes internes, si vous dites que votre décision respecte les valeurs, essayez de citer des documents qui proviennent aussi des sites de ces compagnies-là. Ça aussi, ça permettra d'accroître, je dirais, la rigueur de votre document. Puis, votre document, je vous invite aussi à faire attention à la structure. Hein. C'est pas un hasard là, si je vous aide à créer la structure, parce que souvent, là, c'est quelque chose que vous maîtrisez peut-être un peu moins bien. Mais pour vous, votre structure, là, c'est assez simple. Là. C'est votre décision, elle est bonne parce que 3 paragraphes. Hein? C'est aussi simple que ça. Là. Si vous avez 3 arguments, c'est 3 paragraphes. Ma décision, elle est bonne parce que 1, 2, 3. Premier paragraphe. Elle est bonne parce que 1, puis là, on explique, bon, elle est bonne parce que les conséquences positives, puis blablabla. Puis c'est à travers ces conséquences-là, on voit très bien telle valeur, la valeur qui est promue par mon employeur. Donc, deuxième paragraphe, mais ma décision, elle est bonne parce que 2. Hein, deuxième argument, elle est bonne parce que ça nous permet de respecter les normes, ça nous permet d'éviter telle sanction, ça nous permet de s'inspirer des leçons de telle jurisprudence, puis voici la sanction, blablabla. Puis, vous continuez. À chaque fois que vous avez un argument, un autre paragraphe. Puis c'est ça la structure. Là. Puis à la fin, en conclusion, ben, notre décision, elle est bonne parce que 1, 2, 3 et 4, puis pointe dans la même direction. Puis cette direction-là, elle est cohérente avec
la valeur de protection du public, qui, elle, est au cœur de mon ordre professionnel. Ça ressemble à ça. C'est sûr que c'est à l'audio, là. Peut-être que ce serait mieux. Mais en fait, vous allez voir en classe, je vais présenter un peu la même chose, mais c'est ça la structure que je m'attends. Vous me dites que votre décision elle est bonne, vous me dites que vous avez de bons arguments. Ben, donnez une cohérence à ces arguments, puis donnez une structure à ces arguments, que ce soit d'un point de vue logique, mais d'un point de vue aussi de l'écriture. Hein. Ça sert à ça aussi. Là. Expliquez-moi pourquoi votre décision, elle est bonne, elle est vraie, elle est juste. Puis pour ça, là, ben, vous pouvez puiser dans les arguments que je vous ai déjà expliqués un peu plus tôt. Au passage, n'oubliez pas à la fin, vous allez voir dans la structure, je vous demande d'expliquer la mise en œuvre de votre décision. C'est important d'expliquer au lecteur, à moi ou à celui ou celle qui va corriger votre problème, expliquez-lui c'est quoi les actions qu'ils doivent suivre. C'est-à-dire que vous avez proposé une décision, vous avez dit que la décision elle est bonne, qu'elle s'appuyait sur de bons arguments. L'étape suivante, c'est de lui dire, ben, maintenant que je t'ai convaincu que ma décision est bonne puis que j'ai de bons arguments, voici ce que tu dois faire. Voici les actions qui restent à poser. C'est ce que je veux voir là, dans la mise en œuvre. Vous pouvez voir toutes sortes d'éléments de mise en œuvre, mais je vous invite aussi, c'est souvent là, que vous pouvez pointer dans la mise en œuvre vers des pistes d'action pour réduire les impacts négatifs de votre décision. Vous le savez, là, lorsqu'il y a un dilemme, quand on fait des choix, c'est des choix déchirants. Puis il y a une partie du dilemme qui est sacrifiée, puis qui va être meurtrie par tout ça. Là. C'est-à-dire que dans toutes vos décisions, c'est sûr qu'il va y avoir à quelque part des conséquences négatives sur une des parties concernées ou un des acteurs concernés. Puis la mise en œuvre, c'est souvent là que vous pouvez rappeler au lecteur ou au décideur, c'est quoi que tu pourrais faire pour réduire les conséquences négatives de cette décision. Puis votre mise en œuvre, là, dans votre rapport, c'est là. C'est la partie où vous reconnaissez que votre décision, il y a des sacrifices qui ont été faits, mais par contre, que c'est possible de poser des gestes pour corriger un peu ces failles ou réduire les conséquences négatives de votre décision. Puis c'est important parce que c'est là aussi que vous pouvez être honnête avec votre lecteur. Là. Votre lecteur le sait que c'est un dilemme. Votre lecteur le sait que votre décision est déchirante. Puis à la fin, le but, c'est pas de dire ben, notre décision est parfaite, puis c'est sûr qu'elle est parfaite parce qu'il n'y en aura pas de problème. Non. Notre décision, on y a réfléchi. C'est celle qu'on pense qui est la meilleure. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences négatives. C'est triste, mais c'est ça. On a priorisé telle valeur. Puis parce qu'on a priorisé telle valeur, il y a telle autre valeur qui va en souffrir. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir un peu l'équilibre, là? Pour réduire les conséquences négatives qui découleront de cette décision. C'est là aussi où vous pouvez vous permettre de réfuter peut-être les arguments contraires. C'est important, là, une fois que vous avez convaincu votre lecteur que votre décision est bonne, c'est sûr qu'en lisant votre travail, j'aurai ou le lecteur aura des critiques. Puis c'est là où vous pouvez tenter d'anticiper les critiques puis essayer de les désamorcer. Là. Dans la partie mise en œuvre, vous pourriez dire, ben c'est sûr qu'il risque d'y avoir tel problème, puis il y a telle faille peut-être dans notre argumentaire, mais voici ce qu'on en dit, voici ce qu'on peut en dire, ou un contre-argument. Là, c'est là que vous pourriez essayer de le mobiliser. Et enfin, dernière partie du rapport, des parties recommandations. Dans la partie recommandations, ce que je m'attends à voir, c'est un retour rétrospectif, analytique sur c'est souvent là où on fait état des forces de notre décision, mais aussi des limites. En conclusion, là, c'est là où vous pouvez dire ben, notre décision, elle est bonne, elle a des forces. D'ailleurs, elle pourrait servir d'exemple dans d'autres cas, dans des cas similaires. Si ça ressemble à telle chose, puis là, vous pouvez dire un cas similaire, c'est un cas qui répond à tel critère.
Puis si ça répond à tel critère, ben, notre décision est valide. Ça pourrait être une recommandation. C'est là aussi où vous pouvez... c'est souvent là où les étudiants vont faire état des mesures, je dirais, structurantes pour éviter ce genre de problème. C'est important, là. Vous m'avez, dans votre rapport, expliqué c'était quoi le problème, expliqué c'est quoi la décision, puis expliqué c'est quoi votre argumentaire. À la fin, c'est important de dire au lecteur, vous savez quoi, ce qui aurait été intéressant, c'est d'éviter le problème en tant que tel. Puis voici qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que d'autres personnes comme moi se retrouvent face à ce genre de problème. Voici des outils dont on pourrait bénéficier pour résoudre peut-être plus aisément ce genre de problème. Voilà, c'est tout. C'est ce que vous devez faire dans votre TP2. Un rapport décisionnel, 10 pages, plus ou moins 10 pages. Là. L'important, c'est que tout y est. S'il manque des choses, si c'est moins que 10 pages, assurez-vous que tout y est. Puis s'il y a plus que 10 pages, assurez-vous que ce soit bien bon, là, parce que je me tanne assez vite, puis mes correcteurs aussi. Vous devez faire ça en équipe de 5-6. Je sais que c'est un défi de gestion d'équipe. Ça peut être compliqué. Pour certains, vous êtes à distance en plus, mais en même temps, c'est la réalité moderne du travail. Et pourquoi pas se pratiquer dans le confort douillet et protecteur d'un cours universitaire. Voilà, c'est tout. Courage. Plus que quelques semaines de travail intense et engagé dans ce cours et dans ce TP2. Vous en êtes très certainement capable. Allez, bye bye.